Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette 3e édition du Paris-Saclay Summit organisée par le magazine Le Point en partenariat avec l'Université Paris-Saclay et avec l'Institut Polytechnique. Alors bienvenue dans ce magnifique amphithéâtre de Centrale Supélec et sans plus attendre, on va plonger dans notre premier sujet, un sujet très concernant. Alors je m'adresse à vous, à ceux qui ont des enfants, des adolescents, voire des petits-enfants. Vous avez certainement un jour ou l'autre entendu cette petite phrase dans sa version polie. Maman, est-ce que tu peux me rajouter du temps d'écran? Voilà, c'est un peu compliqué. Avec le protocole écran, on a souvent du mal à gérer et c'est pas comme si nous, les adultes, étions de bons exemples. Alors, 4 heures quotidiennes en moyenne pour un adolescent de 15 à 17 ans, 1 heure pour un enfant de moins de 11 ans. Bref, la lumière bleue, les notifications, le flux continu, eh bien, ça sature notre disque dur et surtout, comment on peut continuer à désirer, à réfléchir, à rêver même quand on est en veille permanente. Comment cela va-t-il permettre à ces êtres en plein développement neurologique de se développer pleinement? Pour répondre à cette épineuse question, ça tombe bien car nous avons Nicolas Bastuc, journaliste au Point, et qui interroge aujourd'hui Franck Ramu, qui est directeur de recherche au CNRS et au département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie. Merci et bienvenue, merci à vous tous. Un dossier effectivement brûlant et on est content d'y mettre un petit peu de science et un petit peu de sang-froid avec vous, Franck Ramu. Alors le 29 avril 2025, 5 sociétés médicales françaises ont publié un communiqué alarmiste réclamant l'interdiction totale des écrans pour les enfants de moins de 6 ans. Péremptoire, ce texte affirmait que les écrans entravaient et altéraient la construction du cerveau, provoquant retard de langage, troubles de l'attention, agitation motrice et même risque pour la rétine, avec le risque d'aboutir à une génération sacrifiée, je cite toujours. Alors cet appel a fait les gros titres, fait souffler un vent de panique dans les foyers. Or, il s'est trouvé un spécialiste pour critiquer la démarche de ces Cassandres. Et ce spécialiste, c'était vous, Franck Ramu. Qu'est-ce qui vous a gêné dans cette démarche, dans cet appel des sociétés médicales françaises que vous avez considéré à l'époque relever davantage de l'action militante que de la démarche scientifique? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce qui m'a dérangé dans cette tribune, c'était son aspect très caricatural et exagéré. Il ne s'agit pas évidemment de dire que l'exposition des jeunes aux écrans ne présente aucun problème. Il y en a des problèmes évidemment, mais là on est dans un discours effectivement militant de gens qui sont partis en croisade contre les écrans et qui du coup, parce qu'ils pensent servir une bonne cause, exagèrent leur cause pour lui donner de l'importance et font des déclarations très, très péremptoires du style voilà, l'exposition aux écrans est toxique pour le cerveau des jeunes, alors que derrière, il n'y a aucune étude scientifique à l'appui de ça. Alors, on va revenir sur les failles de ce communiqué un peu péremptoire. Et ce que vous dites, c'est que observer des enfants qui présentent des troubles et qui, par ailleurs, utilisent des écrans ne suffit pas à établir une causalité. Alors, les juristes connaissent ça par cœur. Pour établir une responsabilité, en l'occurrence l'effet néfaste des écrans, il faut un fait générateur qui pourrait être une exposition prolongée et un préjudice qui pourrait être les troubles cognitifs et les dommages causés au cerveau. Et entre les deux, un lien de causalité. Ce que vous dites, c'est que le lien de causalité, le lien de cause à effet, la causalité, n'est pas démontré par la plupart des études. Oui, il faut comprendre que la question de l'effet des écrans sur le développement de l'enfant, c'est une question scientifique qui est en fait vraiment très compliquée. Il ne suffit pas pour un médecin de recevoir des enfants qui vont mal dans son cabinet et de voir qu'ils passent beaucoup de temps sur les écrans pour être capable d'en déduire que c'est l'exposition aux écrans qui est la cause de leurs troubles, ni même de conduire des études épidémiologiques dans lesquelles on observe que les enfants qui sont les plus exposés à la télévision sont aussi ceux qui ont des scores de langage ou d'intelligence un petit peu plus faibles ou des performances scolaires un petit peu plus faibles, pour en déduire que c'est l'exposition aux écrans qui a causé cette diminution des scores cognitifs.
La raison, c'est qu'il y a d'autres interprétations possibles qui peuvent expliquer les mêmes observations. Une autre interprétation possible, ça peut être la causalité inverse. Ça ne serait pas les écrans qui causeraient une perte de capacité cognitive, ça serait peut-être plutôt les enfants qui ont de faibles capacités cognitives qui sont plus attirés que les autres par les écrans. Si ça c'est vrai, alors ça pourrait expliquer la même corrélation que celle qui est observée. Et puis il y a aussi d'autres possibilités, le fait qu'il y ait des facteurs en amont qui influencent à la fois le développement cognitif de l'enfant et son exposition aux écrans. Et des facteurs comme ça, on en connaît en fait. Par exemple, le niveau d'éducation de la famille, le niveau d'éducation des parents. On sait que ça a un effet positif sur le développement cognitif des enfants et ça a un effet négatif sur leur exposition aux écrans. Les parents les plus éduqués ont des enfants qui sont moins exposés aux écrans. Et du coup, ça aussi, ça induit une corrélation entre l'exposition aux écrans, le niveau cognitif, qui est exactement celle qu'on observe. Et puis, il y a aussi des prédispositions génétiques que peuvent avoir les enfants qui influencent à la fois leur développement cognitif et leur exposition aux écrans. Donc en fait, c'est très compliqué. On ne peut pas juste se contenter d'observer les corrélations entre exposition et développement et en tirer des conclusions causales. Il faut en fait des études beaucoup plus sophistiquées pour essayer de départager toutes ces hypothèses alternatives qui pourraient expliquer les observations. Et des études qui ont la bonne méthodologie pour le faire, en fait, on les compte sur les doigts de la main. On va y revenir. Hein. Ce que vous dites, c'est que la corrélation n'implique pas la causalité. Bien sûr, tout le monde le sait, mais il n'empêche que quand on voit une corrélation, on a envie d'en déduire une causalité. C'est un réflexe humain, c'est une espèce de biais cognitif. On peut peut-être expliquer la différence entre les deux. La corrélation, c'est mon enfant présente des troubles du comportement et il est fanatique des écrans, donc les écrans sont responsables de ces troubles de comportement. Ça, ce serait la corrélation. Voilà, la corrélation, c'est juste l'observation de deux faits concomitants. Mais le lien de causalité, c'est quelque chose de plus exigeant à prouver. Et c'est là que ça devient compliqué. Alors, vous dites aussi qu'il faut se méfier des impressions subjectives. L'histoire de la médecine est riche d'exemples de médecins qui prennent leurs observations pour des faits établis avant que leurs hypothèses ne soient totalement démenties. Longtemps, les diafoirus, alors ça c'est mon expression, ont cru aux vertus de la saignée. Et puis au bout de plusieurs siècles, on s'est rendu compte que finalement, elle n'en avait aucune. Et donc les médecins qui ont lancé cet appel auraient eux aussi cédé à des impressions subjectives. Oui, si je fais référence à ça, c'est effectivement parce qu'une partie des lanceurs d'alerte sur le sujet des écrans sont des pédiatres, sont des médecins qui reçoivent des enfants en consultation. Et donc, ils voient des enfants qui vont mal d'une manière ou d'une autre et qui sont très exposés aux écrans et ils en tirent des conclusions. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout en position de tirer des conclusions valides sur qu'est-ce qui a causé les difficultés de l'enfant. D'abord parce qu'ils ne voient qu'une petite fraction des enfants, c'est ceux qui vont mal, ceux qui présentent des troubles, ils n'ont pas la moindre idée, ils ne voient pas passer les enfants qui vont bien et ils ne connaissent pas leurs expositions aux écrans, donc ils ne seront pas en position de faire des statistiques valides sur ne serait-ce que la corrélation. Et effectivement, l'histoire de la saignée montre à quel point, quand on est en situation de clinicien dans sa consultation, dans son cabinet, et qu'on observe ce qui se passe avec ses patients, on peut se tromper complètement. Parce que pendant 2 millénaires, les médecins, ils ont pratiqué la saignée sur leurs patients et ils ont eu des centaines d'occasions de regarder l'effet qu'avait la saignée sur l'état de santé de leurs patients. Et objectivement, on le sait aujourd'hui, ça dégrade l'état de santé des patients, perdre du sang évidemment. Sauf que pendant 2000 ans, et malgré des centaines d'expériences par médecin, ils sont restés convaincus que c'était un bon traitement et tellement convaincus qu'ils ont transmis ça à la prochaine génération de médecins pendant 2000 ans. Donc c'est juste pour rappeler les gens à un tout petit peu de modestie par rapport aux conclusions qu'ils vont tirer à partir de leur expérience clinique. Alors effectivement, des éléments sont occultés, vous avez commencé à en parler, ce qu'on appelle la causalité inverse. Les enfants présentant des troubles pourraient être davantage attirés par les écrans. Et on enduirait à tort que ce sont les écrans qui causent leurs troubles. Est-ce que c'est vérifié ça pour le coup, que les enfants présentant des troubles ou des retards sont davantage attirés par les images, la petite lumière bleue dont on parlait tout à l'heure ? Oui, c'est partiellement vérifié. En tout cas, il y a au moins une étude que je connais qui montre que les enfants qui ont les plus fortes prédispositions génétiques à l'autisme ont une trajectoire d'augmentation de leur exposition aux écrans au cours de leur enfance, bien plus que les enfants qui n'ont
qui ont une faible prédisposition génétique à l'autisme. Donc il y a l'air d'y avoir vraiment une tendance dans ce sens, même si ça n'explique pas forcément toute la corrélation. Et puis on a l'exemple d'études qui essayent aussi de bien contrôler l'effet des prédispositions génétiques pour essayer de décortiquer les différentes hypothèses causales sur la corrélation entre exposition aux écrans et développement cognitif, et qui montrent que quand on ajuste bien les prédispositions génétiques, de même que les facteurs sociaux favorisants, comme le niveau d'éducation des parents, eh bien en fait les corrélations qui étaient au départ négatives entre exposition aux écrans et développement cognitif, elles deviennent souvent nulles, voire positives. Donc ça montre qu'en fait, quand on contrôle bien un petit peu tous les facteurs qui sont confondus, ben, ça peut changer la nature des résultats. Alors, il y a aussi donc les facteurs confondants, qu'on pourrait aussi qualifier de variables cachées. Le niveau socio-économique des parents, la qualité de l'éducation et les prédispositions génétiques. Alors, expliquez-nous un petit peu quand même en quoi ces facteurs confondants pourraient venir tempérer un peu les slogans et les fausses conclusions que l'on peut tirer. C'est-à-dire que si les parents sont mieux sont éduqués, sont plutôt CSP+, prennent soin de l'éducation qu'ils prodiguent à leurs enfants, eh bien, les enfants pourraient être moins exposés. Enfin, ça veut dire quoi Oui, c'est ça. C'est les parents qui sont les mieux équipés pour fournir un environnement favorable au développement de leur enfant, ils vont avoir un enfant qui se développe mieux pour des raisons à la fois environnementales, génétiques, etc. Mais ils vont aussi surveiller plus l'accès aux écrans, voire en avoir moins dans la maison, etc. Et donc, du coup, va y avoir cette corrélation entre le niveau des enfants et l'exposition aux écrans. Donc, c'est pour ça que si on veut vraiment essayer de déterminer l'effet causal des écrans sur le développement de l'enfant, il faut étudier la corrélation, mais à niveau socio-économique de la famille donné, constant. Équivalent. Et voilà, et aussi à prédisposition génétique de l'enfant constante. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut mesurer l'un et l'autre. Et dans les études qu'ils font, du coup, les effets supposés négatifs des écrans tendent vers zéro, en fait. Alors, je vous pose la question un petit peu à mi-parcours de notre débat, une petite question en forme de synthèse. Est-il établi scientifiquement que l'exposition des jeunes enfants aux écrans perturbe le développement de leur cerveau ? Alors en fait, la réponse, c'est que la question est mal posée parce que déjà, elle présuppose que la notion d'écran, c'est quelque chose qui est valide et que le temps d'exposition totale aux écrans, c'en est la mesure. Mais en fait, ces deux présupposés sont faux parce que en fait, ça dépend. Les écrans, c'est juste un support, comme le papier, et on peut y mettre ce qu'on veut dessus. On peut y mettre le pire comme le meilleur. Donc, sur les écrans, on peut voir des contenus de bonne qualité et de moins bonne qualité. On peut en faire des usages qui sont productifs et d'autres qui sont idiots. Et du coup, les effets sur le développement de l'enfant et sur la santé mentale de l'adolescent, ça va dépendre des contenus et des usages. Et de fait, on a des études qui le montrent, qui montrent que, évidemment, certaines expositions, certains contenus ont des effets négatifs sur le développement de l'enfant. Donc, c'est sûr que si vous laissez votre enfant passivement absorber tous les contenus qui passent à la télé dans une journée, c'est sûr que ça ne va pas avoir des effets positifs. Néanmoins, si le temps qui est passé devant des programmes éducatifs, lui, semble avoir un effet positif sur le développement du langage chez l'enfant. De même que les temps de visionnage sur écran qui sont partagés avec l'adulte. Parce que là, du coup, déjà les programmes sont choisis par l'adulte et en plus, ça devient un moment de partage, de commentaires, de réflexion sur les contenus qui sont vus sur l'écran. Donc on voit que, voilà, avec le même support qui est l'écran, on peut obtenir soit des effets positifs, soit des effets négatifs selon ce qu'on en fait. Alors, des messages de santé publique un peu alarmistes, il y en a à foison. Il y a cet exemple de la vidéo virale du docteur Ducanda sur les écrans et les risques de développer un trouble autistique. Et là aussi, ce message sur YouTube vous a un peu énervé, hein, disons-le, a froissé le chercheur que vous êtes.
Oui, c'est un peu de là que tout est parti en France, hein, la panique virale sur les écrans. C'est parti de la vidéo du docteur Ducanda qui date de 2018, si je me souviens bien. Et elle prétendait qu'elle voyait des enfants autistes dont l'autisme était causé par l'exposition aux écrans. Et ça contredisait déjà pas mal de connaissances qu'on avait sur les causes de l'autisme, qui sont très largement génétiques et qui on peut avoir avec des expositions postnatales. Même si, évidemment, un enfant avec des prédispositions génétiques qui en plus va grandir dans un environnement langagier appauvri, ça va sans doute exacerber ses symptômes. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il peut y avoir aucun lien, mais clairement l'exposition aux écrans n'est pas la cause primaire de l'autisme, ni du TDAH, ni d'aucun trouble neurodéveloppemental. Ce que vous dites, c'est qu'il faudrait plutôt se focaliser sur ce qu'il faudrait faire plutôt que sur ce qu'il ne faut pas faire. Je vous cite, hein, le message 0 écran avant 6 ans est l'équivalent de 0 graisse et 0 sucre en nutrition. Plutôt que de promouvoir un régime équilibré, il diabolise et culpabilise tout le monde en prônant une interdiction impossible à respecter. Il faudrait plutôt se focaliser sur ce qu'il faudrait faire plutôt que d'interdire. Oui, ça c'est parce que finalement... Alors que faudrait-il faire ? Disons, déjà, quand on a l'impression d'observer des effets négatifs de l'exposition aux écrans, la question est de savoir, est-ce que c'est les écrans eux-mêmes et ce qui est visionné sur les écrans qui est intrinsèquement toxique, qui a un effet négatif sur le développement, ou est-ce que c'est tout simplement le fait que plus on passe du temps sur les écrans, eh bien moins on passe du temps à faire autre chose. Or, les journées, elles n'ont que 24 heures. Et dans ces 24 heures, un enfant, pour bien se développer, il a besoin de plein de choses différentes. Il a besoin d'affection, il a besoin d'interaction sociale, il a besoin d'interaction verbale pour développer son langage, il a besoin d'activité physique, il a besoin de faire des activités qui développent ses apprentissages, ses capacités intellectuelles, il a besoin de sommeil. Donc il a besoin de beaucoup de choses dans une journée de 24 heures. Et donc évidemment, si on passe 6 heures par jour à faire une seule chose, forcément, ça va empiéter sur le reste, ça va empiéter sur d'autres activités qui, elles, auraient un impact positif sur le développement cognitif. Donc c'est pour ça que l'interprétation la plus probante en fait des effets potentiellement négatifs de certaines expositions aux écrans, c'est un effet de substitution. C'est pas ce qui est sur l'écran qui a un effet négatif, c'est le fait qu'il prend du temps sur des activités qui auraient un effet positif. Et donc c'est pour ça que je propose de renverser la focale et de se dire bon, concentrons-nous sur de quoi a besoin un enfant pour se développer correctement. Donc voilà, tous les facteurs que j'ai cités, interaction sociale, verbale, du jeu, j'ai oublié de dire le jeu évidemment, activité physique, sommeil, tout ça c'est important. Si tous les parents pouvaient s'assurer que leur enfant, au cours de chaque journée, avait un régime équilibré de toutes ces activités, eh bien, il mettrait en œuvre tout ce qu'il peut pour le meilleur développement possible de son enfant. Et si ça c'était vérifié, le fait qu'une ou 2 heures de certaines de ces activités se passent sur un écran ou ailleurs, en fait, ça n'aurait strictement aucune importance. Donc c'est pour ça, focalisons notre attention sur le positif, sur ce qui a des effets positifs. C'est ce que vous appelez le régime complet d'activité. Voilà, un régime équilibré. Et on peut avoir un peu de sucre, un peu de graisse, mais... Il en faut. Mais pas que. Il faut de l'affection, des interactions verbales et sociales, du langage, donc de la stimulation intellectuelle, du jeu, du divertissement, de l'activité physique et surtout et aussi du sommeil en quantité suffisante. Alors là où peut-être l'effet négatif des écrans pourrait être affirmé, c'est sur le temps qu'ils volent au détriment de toutes ces activités. Le fait qu'il exerce une espèce de suprématie temporelle et qu'il écrase toutes les autres activités. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez documenté. Oui, absolument. Hein. On voit que quand le temps d'écran augmente, évidemment, le temps d'autres activités diminue. C'est le plus préoccupant et probablement sur le sommeil, parce que le sommeil est très important pour les enfants et d'autant plus important qu'ils sont jeunes. Et donc, certains usages des écrans ont tendance à se faire le soir, voire tard le soir, voire pour les adolescents carrément pendant la nuit. Et là, c'est clair que ça induit un manque de sommeil qui est tout à fait préjudiciable aux apprentissages. Donc, sans pour autant vouloir forcément bannir tous les usages de tous les écrans, il faut avoir une attention très particulière aux usages le soir et la nuit. Ce qui implique, par exemple, pour les parents, d'avoir des bonnes routines de coucher, une séquence
d'actions qu'on met en œuvre, je ne sais pas, à partir de 19 heures, voilà, je prends mon bain, je dîne, je lis une histoire, je me couche, etc. Et les écrans sont éteints au moins 1 heure avant le coucher. Et puis les appareils dorment, se rechargent en dehors de la chambre pour que, évidemment, personne n'ait la tentation de les rallumer pendant la nuit. Enfin voilà, des règles d'hygiène comportementale et numérique un petit peu élémentaires, mais que tous les parents n'ont pas et qui sont, à mon avis, très importantes finalement pour s'assurer que les enfants ont le temps de sommeil dont ils ont besoin. Bon, si je vous suis bien, les écrans auraient un peu bon dos. Ce serait un peu les boucs émissaires d'un certain nombre d'insuffisances éducatives apportées aux enfants. Oui, on cherche toujours des boucs émissaires. En plus, on a toujours tendance à trouver que les jeunes d'aujourd'hui sont moins bien que la génération qui était la nôtre ou la génération d'avant. C'est vrai. Et donc, on cherche toujours un responsable. Et donc, voilà, oui, on cherche toujours quelque chose de nouveau dans l'environnement des jeunes qui n'existait pas dans la génération précédente. Et là, en ce moment, oui, les écrans, c'est le coupable idéal. Alors, ce que vous dites, c'est que calculer un temps d'exposition et imaginer un effet univoque négatif n'a pas grand sens. Ce qui importe, c'est le contenu, l'usage et même le moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Y a-t-il des bons contenus, des mauvais contenus, de bons usages et de mauvais usages, et puis de bons moments et de mauvais moments pour s'adonner aux écrans? Oui, donc comme je le disais, les bons contenus, par exemple les programmes éducatifs, même parmi les dessins animés qui sont proposés aux enfants, il y en a de plus ou moins bonne qualité. Par exemple, il y a une étude qui a comparé l'exposition aux Teletubbies et l'exposition à Dora l'exploratrice. Les Teletubbies ont un effet négatif sur le langage et Dora l'exploratrice a un effet positif sur le langage. Donc voilà, les dessins animés, c'est pas mal. On apprend l'anglais avec Dora en plus. Oui. Donc les dessins animés, c'est pas mal, mais choisissez-les bien. Voilà. Et puis effectivement, le moment aussi, c'est important. Donc on a parlé du soir, on peut peut-être aussi parler des repas. Oui. On a des études, notamment dans les cohortes françaises, Eden et Elf, qui suggèrent que le fait d'avoir la télé allumée en permanence au moment des repas, ça aurait un effet particulièrement négatif sur le développement de l'enfant, bien plus que d'autres usages à d'autres moments de la journée. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ce résultat? Eh bien, c'est sans doute que les repas familiaux, c'est un temps privilégié d'interaction verbale entre parents et enfants. Et il n'y en a peut-être pas 50 non plus, des moments privilégiés comme ça, parce que si les enfants sont à l'école, les parents ne sont pas là. Puis le temps de sommeil, les parents ne leur parlent pas pendant leur sommeil non plus. Donc voilà, peut-être le repas, c'est le moment où il faut essayer de préserver au maximum ces interactions verbales entre parents et enfants. Et si la télé est allumée, finalement, tout le monde a les yeux rivés là-dessus et on perd ce moment d'interaction verbale. J'ai encore 2 questions, Monsieur Ramu, à vous poser avant de passer la parole à la salle. Il y a quand même des études sérieuses, notamment la cohorte ELF, par exemple, qui porte sur 14 000 enfants qui ont été suivis depuis la naissance. On pourrait citer aussi une autre étude américaine, la cohorte ABCD. Mais parlons de la cohorte ELF. Les résultats sont plus nuancés. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette étude? En 2 mots. Oui. Donc la cohorte ELF, c'est une étude qui est menée par Jonathan Bernard de l'INSERM et à laquelle j'ai participé. C'est une des études où justement on essaye de démêler un petit peu les effets causaux, même si elle n'est pas parfaite non plus. En fait, ce qu'on observe, on observe bien des corrélations négatives entre les temps d'écran et le développement cognitif des enfants. Mais une fois qu'on a bien ajusté sur le niveau socio-économique de la famille, ces effets diminuent énormément. Ils se rapprochent dangereusement de zéro. Et en fait, on a des résultats qui sont un peu incohérents avec des effets négatifs sur certaines mesures cognitives à certains âges, beaucoup d'effets nuls et des effets parfois positifs sur certaines mesures cognitives à d'autres âges. Et c'est pas clair pourquoi on aurait des tels effets positifs. Et je ne vais pas vous dire que forcément le temps d'écran a un effet positif sur le développement cognitif, mais en fait ça veut dire que tout ça, on est près de zéro et on est dans la fluctuation statistique un peu aléatoire autour de zéro. Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut remettre un petit peu en perspective toutes ces corrélations négatives que les gens brandissent et pour montrer que en fait les résultats scientifiques sont pas si clairs que ça, y compris dans une cohorte française de très grande ampleur et relativement récente qu'on a à notre disposition. Un mot sur l'actualité. Le cerveau des enfants n'est pas à vendre, a dit le président de la République, qui veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Un texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée le 26 janvier. Il va revenir maintenant que le budget est adopté. Qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction ?
D'abord, c'est une réponse à un problème qui est réel, alors qui n'est pas du tout celui qu'on a abordé jusqu'à maintenant. C'est autre chose. Hein, c'est plutôt les effets des réseaux sociaux sur les adolescents. Et il y a un vrai problème qui est qu'effectivement, les réseaux sociaux et différentes plateformes sont vraiment conçus pour capturer l'attention des utilisateurs, pour leur fourguer toujours plus de pubs. Et donc, effectivement, les algorithmes sont conçus pour retenir l'utilisateur le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, ils piratent notre attention. Et notre temps. Et notre temps. Et donc voilà, ça c'est clairement quelque chose contre lequel il faut lutter. Et d'ailleurs, on a un règlement européen qui s'appelle le Digital Services Act, qui est là pour ça, en fait, et qui impose des obligations aux plateformes, à la fois de vérifier l'âge des utilisateurs, mais de révéler comment sont construits leurs algorithmes, de les modifier, etc. Et à l'heure actuelle, on ne fait même pas appliquer cette loi européenne en France. Et c'est un petit peu le problème, finalement, des réponses politiques qui sont là pour occuper le terrain, pour dire regardez, on fait quelque chose, on est très rigoureux, et donc ça paraît peut-être plus rentable aux politiques de décréter des grandes interdictions qui, si on y réfléchit un petit peu, vont être quand même très très compliquées à appliquer, alors qu'on n'a même pas appliqué les lois qui sont déjà votées. Donc pourquoi continuer à empiler des lois qui vont être de plus en plus difficiles à appliquer plutôt que d'appliquer une loi européenne qui est plutôt bonne en fait et qui pourrait potentiellement commencer à résoudre un certain nombre de problèmes. L'inflation normative, mais ça c'est un autre sujet. Je donne la parole à la salle et à notre ami. Merci beaucoup. On va faire comme vous avez dit, on va privilégier l'interaction verbale, peut-être, d'ailleurs, pourquoi pas autour d'un écran qui n'est finalement qu'un support, et vous donner la parole. On a une question, oui, juste là, si on peut, on va vous amener un micro. C'est la dame qui est ici. Voilà. Juste là. Bonjour, merci pour cette discussion intéressante. Moi, je voudrais savoir, donc en dehors de... Lorsqu'on ne peut pas établir des relations cause à effet, mais on voit quand même des corrélations des phénomènes, il y a, je crois qu'il y a le principe qui s'appelle le principe des précautions, où en fait, on dit on ne sait pas encore s'il y a relation cause à effet. En attendant, il faut peut-être faire. Enfin, je ne sais pas quel est. Est-ce que vous pouvez expliquer, si c'est votre périmètre de compétence, comment on se comporte quand on voit des corrélations, mais on ne voit pas de cause à effet? Et en fait, potentiellement, si on avait un, il faudrait arrêter vite, même avant de savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais là, c'est une question politique qui est compliquée parce que le principe de précaution, il y a 1000 manières de l'appliquer. Et si on voulait l'appliquer de manière très rigoureuse, on pourrait supprimer tous les écrans tout de suite, vous voyez. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne, que c'est la bonne politique? Et quelles seraient les conséquences? En fait, souvent aussi, ce qu'il faut réfléchir dans les applications du principe de précaution, c'est de se demander, OK, mais alors quelles vont être les alternatives? Et est-ce que ces alternatives seront vraiment mieux ou est-ce que ça pourrait être pire? Parce que voilà, aujourd'hui, les smartphones, c'est aussi notre source d'information, ça peut être notre source de lecture, ça peut être notre source de divertissement, etc. Il y a plein d'usages légitimes qui, si on les supprime tout d'un coup, ils vont être remplacés par quoi? Ils ne vont pas forcément être remplacés par quelque chose de mieux. Et on peut se poser la question aussi, même pour les adolescents, hein, on peut, évidemment, je ne trouve pas ça plus intéressant que vous de voir des ados qui scrollent des vidéos qui ont l'air débiles sur TikTok. Mais s'ils n'avaient pas ça, qu'est-ce qu'ils feraient, hein? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils traînaient dans la rue, hein, pour beaucoup d'entre eux. Est-ce que c'était mieux? Je ne sais pas. Donc, c'est des questions très compliquées. Donc, bien sûr, on peut... Donc, après, voilà, appliquer un principe de précaution alors qu'un effet de causalité n'est pas établi, il faut y réfléchir. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y réfléchir, mais il faut être prudent aussi et réfléchir à qu'est-ce qui va se passer si on le met en œuvre. On avait une autre question, juste... Bon, c'est vous qui avez le micro, on va vous le donner juste après. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'abord pour la rigueur scientifique de votre propos, et je trouvais très intéressant que vous dissociez le support, l'écran, proprement dit, du contenu, de ce qu'on en fait et du temps. Je crois d'ailleurs que moi j'en fais partie
quand on lit le titre de la conférence, écran, quel impact réel sur les enfants, dans mon esprit, j'ai pratiquement lu réseaux sociaux, quel impact sur les enfants. Est-ce qu'en termes scientifiques, en sciences cognitives, en revanche, la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux, leur algorithme pour créer des comportements addictifs, est-ce que ça fait l'objet de recherches construites ? Oui. En fait, les recherches sur l'attention, elles n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister. Et en fait, les gens qui conçoivent les algorithmes se basent sur ces recherches. Ils savent très bien ce qui capture l'attention des êtres humains et quels sont les ingrédients qu'il faut leur donner pour les maintenir. Alors, je ne parlerai pas d'addiction parce qu'on n'est pas exactement dans le régime des addictions, mais il y a clairement une habitude comportementale qui se crée et on a du mal à s'en détacher, à se désengager de ce média et on a envie d'y revenir régulièrement. Et donc ça, c'est vrai qu'ils ont trouvé les bonnes recettes pour que ça marche. Ouais. Il y avait cette phrase merveilleuse de Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1. « Mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau humain disponible ». Oui, absolument. Il avait tout dit. Hein. Enfin, mais il n'était pas le premier à le dire. Hein. Herman et Chomsky l'avaient déjà décrypté dans les années 80. Oui, les médias commerciaux, ils vivent de la publicité. Et donc, ils ne vivent pas de l'argent que leur donnent les auditeurs. Les auditeurs ne leur en donnent pas. Ils vivent de l'argent que leur donnent les annonceurs. Et ce qu'ils vendent, c'est du temps de cerveau des auditeurs. Et les réseaux sociaux et tous les produits gratuits, finalement, marchent exactement sur ce modèle. Donc, il faut en être conscient quand on les consomme. Hein. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, comme on dit. Donc, les consommer avec modération. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage. Je sais que vous aviez une question, mais malheureusement, on doit rendre la salle parce qu'on a une autre conférence. Je vous invite à poursuivre la conversation, peut-être avec nos deux intervenants en dehors de la salle. Merci Franck, merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci à vous.